mesdames, messieurs, c'est votre émission Choc d'idées. Je vais commencer cette émission par vous remercier parce que vous nous avez adopté, vous avez accepté les contenus que l'on vous propose. Merci donc de continuer à partager ce que nous faisons et de vous abonner davantage. Écho Télévision, comme je n'arrête de le dire, c'est l'écho de votre réalité, l'écho de notre réalité. Aujourd'hui, la réalité est sécuritaire. On va revenir sur l'actualité sécuritaire, mais en format débat. J'ai le plaisir, il faut suivre mon sourire parce que ça va être un plaisir à regarder cette émission, de recevoir deux Congolais de générations différentes, d'opinions extrêmement opposées, sur une question pourtant qui devrait nous mettre tous d'accord. C'est cela aussi la beauté de la démocratie. Sur la sécurité et la question d'un 23, ils ne sont pas d'accord du tout. C'est avec eux qu'on va essayer de se choquer dans les idées pour que la lumière jaillisse. De qui s'agit-il? Il s'agit de monsieur Fabien Lumbala, journaliste, autrefois, je ne sais pas si je dois le dire, acteur politique, mais parce qu'il a été candidat aux législatives et qu'il a eu la malchance de ne pas avoir atteint le seuil. Il sera face à monsieur Ludovic Kalengai, qui est activiste social. Il est président d'un mouvement social, PMVS, programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation. Donc, c'est avec eux qu'on va aborder autour de la question sécuritaire. Quelle issue pour la paix au Congo? L'autre ne veut pas de la négociation, l'autre veut de la négociation parce qu'il pense que l'un 23 sont des Congolais et qu'il faut leur tendre l'oreille. Je vais donc saluer mes invités. Bonjour, monsieur Fabien. Merci de l'opportunité que vous nous offrez une fois de plus. C'est la deuxième fois que nous sommes invités avec beaucoup de plaisir parce qu'il s'agit de la nation Congo. Vous voyez, malgré le soleil, les embouteillages qui sont devenus notre lot quotidien, nous sommes là. Merci de cet amour que vous portez à ce travail, qui est aussi le vôtre, parce que vous êtes précurseur dans ces ambitions que nous avons. La dernière émission qu'on a faite a eu un succès fou, notamment parce que vous avez eu des propos suffisamment durs. Je vais revenir là-dessus. Je vous poserai la question de savoir, parce que beaucoup de gens disent que vous êtes devenu extrémiste. Vous aurez le temps de répondre, mais avant, permettez-moi. Ce sont des Congolais, ils ont leur opinion. Effectivement. Le monde est hypocrite. Et de plus en plus, chez nous aussi, il y a beaucoup d'hypocrites. Ceux qui disent sur la toile, c'est pas ce qu'ils disent dans leur chambre. Moi, j'ai un seul discours, en privé tout comme en public. C'est la constance. Si vous appelez ça, ou s'ils appellent ça extrémisme, c'est leur point de vue. Parce que les gens se sont sentis lésés dans leur sensibilité. Je le respecte. Le fait de dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ils sont quand même des milliers, si pas des millions, à qui vous retirez de manière assez brutale la nationalité congolaise, admettez que c'est violent. Vous êtes des hypocrites. Vous ne voulez pas. Vous appliquez la politique de l'autruche. Vous courez, vous plongez votre tête dans le sable, vous croyez que vous, en entièreté, vous êtes dans le sol ou dans le sable. C'est la politique de l'autruche. Dieu n'aime pas des personnes ni chaud ni froid. Tièdes. Il faut être soit chaud, soit froid. Dieu n'aime pas les hypocrites. Vous êtes des hypocrites. La Tanzanie a fait un boulot en chassant ces gens de son territoire parce que ça devenait une menace. Vous êtes des hypocrites. C'est à cause de cette hypocrisie que vous commettez des erreurs fatales contre cette nation. Et aujourd'hui, c'est le cancer à l'état de métastase. Mais c'est aussi c'est une plaie qui s'est infectée. Non, mais c'est aussi... Vous déplorez les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Où est-ce que vous avez déjà vu ce que vous appelez abusivement Banyamulenge, qu'il n'y a pas de Banyamulenge?
Il n'y a pas une tribu appelée Moulengue à un endroit appelé Moulengue. Non. Il y a des Tutsis qui sont venus au Congo parce qu'en désaccord, en conflit avec leurs frères Hutus au Rwanda, qui sont venus chez nous. Nous sommes solidaires, nous les avons reçus, mais les historiens, nous les avons accueillis et nous leur avons donné la nationalité. Nous avons été Mobutu, au-delà de son aspect nationaliste, en entretenant, en bocolant, j'utilise un néologisme, Bissengimana, directeur de cabinet, jusqu'à ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, nous payons les pots cassés. La loi de 81. Et puis, nous payons les pots cassés. Alors, vous vous dites, est-ce qu'il y a des Banyamulenge au Congo? On va y revenir. Et pourquoi ils ne veulent pas aller jouer dans l'équipe nationale, les Léopards, pour nous faire gagner des coupes? Ils ne veulent pas aller dans d'autres domaines, seulement en politique et l'armée. Seulement en politique et dans l'armée. Et dans l'armée, vous avez bombardé après Sun City beaucoup de délinquants rwandais, ici, ougandais, burundais, qui sont devenus des généraux, des officiers supérieurs de l'armée dans nos forces armées. Et nous payons les pots cassés aujourd'hui. La plaie s'est infectée depuis longtemps. Vous êtes des hypocrites. Vous ne voulez pas dire la vérité aux Congolais. Mais à quel prix? À quel prix cette vérité? Parce que les futures générations cracheront sur vos tombes à cause de votre hypocrisie. Excusez-moi, M. Fabien, mais c'est aussi à cause de ces postures que vous avez aujourd'hui que nous avons des conflits partout au monde. Quelle posture? Et d'ailleurs, vous l'avez dit l'autre fois, vous êtes libre aujourd'hui, vous êtes à cause des postures extrémistes et discriminatoires. Que nous avons des problèmes où? Partout au monde. On parlera du conflit russo-ukrainien, on parlera du conflit palestinien-israélien. Est-ce que vous connaissez les problèmes que nous vivons aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous soutenez ce qui s'est passé en Tanzanie. Vous posez mal les problèmes, c'est pourquoi vous avez du mal à les solutionner. La crise russo-ukrainienne, est-ce que vous connaissez la cause? C'est identitaire. C'est une crise des territoires. Mais c'est l'OTAN. Ce sont les Américains avec leur petit Bamoukonfia, leur, comment on dit, leurs valets européens qui sont allés provoquer Poutine. Je vous informe que ça, c'est leur. Ça, c'est vraiment, c'est l'OTAN. L'OTAN de l'ours. Lisez la Bible. Lisez même la prophétie de Daniel. La civilisation occidentale est en décadence. C'est eschatologique. Malgré. Vos références sont eschatologiques, ça fait peur. Avant, pour ceux qui ont déjà voyagé devant les bâtiments des Nations Unies sur la première rue à Manhattan, on avait la colombe, non? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un lion avec les ailes. Le lion symbolise quoi? Les lions symbolisent le pouvoir, le Royaume-Uni. C'est le symbole même de la royauté c'est apocalyptique. En Grande-Bretagne. Et on va lui ajouter les ailes d'un aigle. Les ailes de l'aigle, ça c'est les symboles. Le symbole du pouvoir américain. Alors, est-ce que vous lisez la prophétie de Daniel pour comprendre le lion avec des ailes, sa mission et quel est son temps, l'heure qu'il est en ce moment? Merci. Et quel est le rôle de l'ours en ce moment? Et nous sommes à quelle heure par rapport à l'horloge des dieux? Merci beaucoup. Donc, je veux revenir. Vous allez vous tromper. Ce sont eux qui sont allés provoquer Poutine. On va développer. Et ils sont en train de payer leur provocation en utilisant un comédien placé à la tête de l'Ukraine. On va développer. Zelensky. On va développer l'autre sujet à profondeur. Retenez votre souffle le temps que je présente votre co-débatteur. Comprenez que le débat a commencé, ça sera chaud. Alors, Monsieur Ludovic, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ces débats. D'abord, la première question, vous avez forcément suivi ce que M. Fabien a dit précédemment dans l'autre émission. Qu'est-ce qui vous a fait accepter cet échange? Pourquoi est-ce que vous êtes venu à ces débats? Bon, d'abord, je suis venu quand j'ai suivi l'interview. J'avais compris que mon frère était déconnecté des faits historiques. Il était déconnecté des faits historiques. Et maintenant, là, je suis déçu. Je suis en train d'observer qu'il est en train de faire une demande d'emploi. Et aussi, il y a des causes historiques qui sont... Restons courtois. Oui, il y a des questions historiques qui sont probables. Déjà, en disant que les Banyamulenge ne sont pas de Congolais, en ignorant la nationalité congolaise des Tutsis,
Donc automatiquement, je comprends que notre frère ne connaît pas la réalité et l'histoire des Grands Lacs. Quand ils disent qu'ils sont venus ici, quand il a fui les conflits, ces conflits ont commencé en 94, 90, 93, qui a conduit au génocide perpétré. Je n'ai même pas annoncé une date ici. Laissez-moi continuer. Je n'ai même pas annoncé une date. Allez-y, donner de la parole. Voilà. Okay? Permettez qu'il termine. Il ne faut pas me faire parler le mensonge. Permettez qu'il termine. Quand il parle que les Tutsis sont venus ici, fouillant quelque chose, nous connaissons toutes les dates. Ici, il s'agit des faits historiques, en fait. Donc, mais ils sont venus. Exactement. Non, ils sont venus ici. Écoutez, d'abord, il ne faut pas dire que les Tutsis ou les Banyamulenge sont venus ici. Ça, c'est faux. Parce que si on se réfère aux tracés de frontières qui ont été définitivement tracés en 1910, parce que la plupart des personnes pensent que les tracés de frontières, c'était lors de la conférence de Berlin, en 1845. Mais il faudrait savoir qu'il y avait un conflit frontalier entre l'Angleterre, l'Allemagne et la Belgique, où les frontières ont été définitivement tracées en 1910. Et avant cette période, la partie Rutshuru, Massissi appartenait à qui? Quand vous allez même au niveau de la Belgique, Anvers, vous verrez les néerlandophones. Ce ne sont pas des Pays-Bassois ou des Hollandais, non. Ce sont des Belges, mais qui sont influencés par la culture néerlandaise. Donc, partout dans le monde où il y a des frontières, il y a de l'influence de la culture, il y a de l'influence de la langue, etc. Alors, quand il me dit aujourd'hui que les Tutsis ne sont pas des Congolais, ils sont des Rwandais, automatiquement, je ne sais même pas comment est-ce qu'il peut me le prouver. C'est une question de causalité historique. Moi, je pense tout au long de cette émission, je dois faire l'effort d'enseigner à mon frère l'histoire pour que prochainement, lors d'une émission, qu'il comprenne qu'il y a certains mots qu'on ne doit pas dire. Certains mots qu'on ne doit pas dire. Une réaction, M. Fabien? Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour votre spécialité, l'histoire. Vous êtes historien, parce qu'on vous a présenté comme activiste là. Quelle est votre discipline? Moi, je suis homme des lettres, linguiste, et puis journaliste. Historien par excellence. Alors, vous allez m'enseigner le cours d'histoire. Est-ce que vous êtes historien? Je comprends que vous voulez tout simplement distraire ceux qui nous suivent. Demandeurs d'emploi. Où? Je ne suis pas de la race des flatteurs, ni des troubadours et trouvères. Il me connaît dans le métier. Il a dit ici que nous sommes parmi ceux qui inspirent cette jeune génération. Effectivement. Je suis dans ce métier depuis 1996. Après, donc comme journaliste complet. Alors, je ne sais pas, le cours d'histoire qu'il va m'enseigner aujourd'hui est sur les Banyamulenge. Je ne cherche pas l'emploi, je ne flatte pas les gens pour avoir une occupation. Avec mon expertise, les gens m'étendent la main. Je ne suis pas quémandeur des faveurs quelque part. Parce que toute grâce excellente et tout don parfait descendent de l'Éternel. Lorsque vous les aiguisez, ce que vous avez reçu de Dieu, eh ben, vous avez les retombées. Je ferme la parenthèse. Voilà, ne restons pas là-dessus. Je voudrais que vous réagissiez à son argument de conflits frontaliers. Il a parlé des 1910, la redéfinition de frontières. Je voulais que vous réagissiez. 1910. Ouais. Redéfinition des frontières. Sur quel continent? Parce que je connais mieux l'histoire de la distribution des cartes. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la conférence de Yalta en Russie, dans l'ancienne URSS, et c'était Joseph Staline qui recevait Roosevelt. Roosevelt venait avec la demande de formuler à l'endroit de la Russie et d'autres puissances, et le roi... la reine était déjà là, la reine, la défunte reine, c'est Churchill était là comme Premier ministre britannique, et ils étaient à 3 sur Yalta. Oui. Ils se sont distribués les cartes après la défaite de Hitler, Adolphe et son nazi. Et vous connaissez la suite, parce que Joseph Staline a dribbler les autres, alors que
celui qui souffrait de la poliomyélite Roosevelt, en rentrant, il est allé mourir, mais lui, il avait déjà gagné. Pourquoi? Parce que la Russie avait accepté de rejoindre ou d'adhérer dans ce projet de la Société des Nations. Son successeur vient, alors que l'Allemagne est divisée, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Voilà l'ancien vendeur des nœuds et des cravates et des habits, qui était vice-président de Roosevelt. Il vient... Vous parlez de Truman. Parce Truman, vous avez bien cité son nom, et vous savez, ceux qui sont à la Maison Blanche-Nez, à l'Élysée, ce ne sont pas eux qui dirigent. Ceux qui dirigent les grandes puissances sont des personnes que vous ne connaissez même pas. Ce qu'on appelle l'État profond. Et voilà, le plan Marshall est appliqué en Europe, et vous voyez, et ils ont beaucoup d'argent, ils viennent avec cet argent, opération de séduction. C'est ainsi que vous avez vu que l'argent avec la nourriture ont pris les dessus sur l'idéologie socialiste qui était de l'autre côté du mur, dans le bloc communiste, et vous connaissez la suite. L'argent et la nourriture, les capitalistes... Sur le continent africain, on n'a pas redéfini les frontières. Messieurs, vous voulez me dire que donc après la Deuxième Guerre mondiale, les Tutsis étaient déjà c'était des gens, des citoyens congolais qui avaient des terres chez nous, et puis à un moment donné, ceux qui sont venus rejoindre ceux qui étaient là. Qu'est-ce que vous voulez me dire concrètement? Je voulais que lui me dise quelle est la congolité des Tutsis à part la naturalisation ou cette nationalité de manière collective après l'opération qui leur a été accordée. Répondez à la question. Quelle est la congolité? Quelle est la congolité des Tutsis? Je vous informe d'abord que moi j'ai étudié avec les Banyamulenge. Il y a eu un mensonge scientifique sur ce qu'on appelait le parler Mulenge. Monsieur, dans ce pays, qui est mon pays que je connais bien, montre-moi la tribu Banyamulenge. Merci beaucoup. Donc, au fur et à mesure que mon frère parle, je commence à comprendre réellement sa déconnexion de l'histoire. Non, mais réagissez aux arguments. Il faudrait d'abord savoir qu'on parle des rwandophones. Les Banyamulenge sont au niveau du Sud Kivu. Moi, je vais parler de rwandophones. Non, écoutez, rwandophones, automatiquement... les rwandophones, automatiquement, c'est une communauté d'expression qu'il n'y a Rwanda et de culture qu'il n'y a Rwanda. C'est ce que j'ai en train d'expliquer. Les Banyamulenge se retrouvent au Sud Kivu. Et les Tutsis congolais, donc les rwandophones, sont au Nord Kivu, qui ont deux histoires très différentes. L'histoire des Tutsis au niveau du Nord Kivu n'a été que l'influence des tracés des frontières. L'homme blanc, quand il est arrivé... Tracé les frontières en quelle année? Laissez-moi parler. En quelle année? Laissez-moi parler. Je dis bien, en quelle année, monsieur l'historien? Permettez-lui de terminer, monsieur Fabien. Laissez-moi parler. Allez-y. D'abord, j'informe à mon frère Fabien que Tutsi Hutu n'a jamais été racial. C'est une stratification sociale. Donc, on pouvait quitter de Tutsi en Hutu et de Hutu en Tutsi. Tout dépendait du nombre de vaches. Donc, si je peux expliquer au niveau de Lingala, comme on parlait, les Voindou, celui qui a beaucoup d'argent. Parce qu'une personne qui perdait les vaches, un enfant par exemple qui a 240 vaches et un Tutsi, et celui qui a moins de vaches, c'est un Hutu. L'homme blanc, lorsqu'il est arrivé sur place, il a essayé d'observer. En observant, il a vu que la plupart des personnes qui ont le nombre de vaches, il a eu à donner une définition par rapport à la morphologie. Ils étaient grands de taille, ils étaient un peu élancés et ils étaient bruns. Parce que là, je vais vous parler des Tutsis, des Hutus et des Tois. Les Tutsis étaient des éleveurs, les Hutus étaient des agriculteurs, les Tois, comme des Pygmées, étaient des ouvriers. Ce sont eux qui vendaient, qui fabriquaient des lances pour donner... Il n'y avait pas de question de fascisme? Non, il n'y a même pas de morphologie. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais été une race, au fait. Donc, vous allez remarquer, les Hutus et les Tutsis parlent une seule langue. Ils n'ont qu'une seule culture. C'est pour ça que vous allez voir. Parce que quand ils parlent toujours des tribus ethniques, bon, un intellectuel, moi, ça me fait peur. Parce que cette situation, l'Afrique était classifiée par des clans. Cette question des tribus n'est qu'une influence de l'ethnocentrisme que l'homme blanc est venu ici. Donc ce n'est pas une réalité. Non, c'est de l'ethnocentrisme parce qu'il devrait classifier à sa manière. Il devrait classifier en tribus,
en ethnie pour qu'il puisse classifier à sa manière. Nous avons vécu ça. Moi, je suis du Kasaï. Je me rappelle à l'époque, lors de la colonisation, il y avait une différenciation. Il y avait l'Oloabour où il y avait les Kasaïens. On appelait ceux-là, il y avait une catégorie de personnes qu'on appelait Balouba. Les gens de Bakwanga. Et les autres étaient des Loulois, de l'Oloabour. C'est l'homme blanc qui a eu à intoxiquer cette culture. Et ça fait à ce que les habitants de Louloua ont compris que non, il y a une différence entre nous et eux. Ils ont commencé à les chasser. Et c'est pour cela que les gens du Kasaï oriental de Mujima, et dont moi je suis originaire, ils sont allés de l'autre côté. Confusionniste. On peut d'accord. Je suis entré. Vous recevez un confusionniste, un historien confusionniste qui nous plonge dans le méli-mélo. Permettez-moi de récupérer la parole à un moment. Dans le méli-mélo. Permettez-moi de récupérer la parole à un moment. Moi, je vous remercie pour cette retracée historique, mais je voudrais que vous répondiez à la question de M. Fabien. Quelle est la congolité aujourd'hui des Banyamulenge en dehors de cette nationalité de masse qu'ils ont reçue à l'époque de Zaïre? Écoutez, j'ai dit ceci. Les Banyamulenge sont au sud Kivu, les Tutsis congolais sont au nord Kivu. J'ai toujours dit que la nationalité congolaise des Tutsis et des Banyamulenge n'est pas une clémence de qui que ce soit. Ils sont congolais de souche, de la même manière que toi, de la même manière que moi. De souche. Donc, ce n'est pas qu'ils sont en train de commander une nationalité. Donc, ici, je ne viens même pas pour commander leur nationalité. Donc, ça m'étonne quand quelqu'un me dit... Je repose autrement ma question. Allez, laissez-moi finir. Cher frère, attendez qu'il repose la question. Comme il repose la question. Reposez la question. Du sud Kivu, comme vous venez de le dire, sont-ils congolais par naissance ou ils le sont par naturalisation? D'abord, je suis étonné que c'est un invité qui pose la question à notre invité. Non, pourtant, c'est le journaliste. Monsieur l'historien, l'enseignant. Je reprends la question. Si l'étudiant pose la question au professeur d'histoire, ils le sont devenus ou ils le sont par naissance? Ils ne sont jamais devenus congolais. Ils sont congolais de souche. Quand je parle de congolais de souche, c'est de la même manière que vous et de nous. Ça veut dire qu'ils étaient là. Ils étaient là avant même que le Congo ne soit appelé Congo Papa. J'ai toujours répété cela. Personne n'est sorti de son sol clanique comme un champignon. Nous venons tous de quelque part. Et c'est ça que j'appelle la discrimination. Et c'est ça qui est à la base de tout ce qui se passe. C'est pour cela que j'interpelle mon frère. Laissez-moi parler, vous êtes trop agité. Laissez-moi continuer à parler. Vous aurez combien de minutes? Allez-y, concluez. Vous aurez le temps de parler. Donc, ici, il ne s'agit pas de démontrer la congolité des Tutsis ou des Banyamulenge parce qu'il y a des Tutsis congolais, il y a des Tutsis rwandais, il y a des Tutsis ougandais. Donc, ce n'est qu'une influence des tracés des frontières. C'est pour cela que j'ai expliqué de la redéfinition des frontières en 1910 à la conférence de Londres qui avait fait participer ces trois pays. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais savoir, les habitants de Rutshuru, ils parlent en totalité le Kinyarwanda et ils ont une culture Kinyarwanda. Vous allez me dire qu'ils sont des Rwandais? Non, ce sont des Congolais. Les habitants de Massissi, ils sont des Congolais. Donc ici, on n'est pas dans un débat de la congolité des Banyamulenge ou des Tutsis parce qu'ils sont Congolais. Merci. De la même manière que moi, merci. Toi et de l'autre côté. Mais c'est pour ça qu'il faudrait faire attention. Non, j'interpelle, il faut faire attention parce que ça, c'est de la discrimination et c'est de la classification qui est l'une des étapes du génocide qui a été catégorisée par Gregory Stanton. On aura le temps de parler de la discrimination. Je vous pose une question et puis vous allez réagir. Monsieur Fabien, en préparant cette émission, j'ai interrogé quand même des gens qui vivent au nord et au sud Kivu. On m'a dit, selon ce que j'ai appris, comme il existe des Tutsis au sud Kivu, je me réserve le droit de dire Tutsis congolais, il en existe des Hutus au sud Kivu, l'exemple de Rutshuru par exemple. Et la question que je pose, pourquoi est-ce que la nationalité congolaise des Tutsis vous gêne-t-elle alors que celle des Hutus ne vous gêne pas? Question, c'est vous qui avez le droit de poser des questions. Avant d'y revenir, je réponds. D'accord. Je réagis. Allez-y. J'ai découvert que M. Kalengai, l'historien, l'enseignant de l'histoire, l'histoire, ce n'est pas contemporaine, l'histoire européenne ou africaine, est un point focal. Peut-être vous apprendrez que bientôt, il a rejoint la FC de Nanga où
c'est le point focal du lobby Tutsi ici. Pour la plupart, lorsqu'ils vous disent qu'ils sont congolais, ils vont vous dire toujours, ils vont toujours vous donner un nom du centre du pays. Vous doutez de... Je dis bien, ils vont toujours vous donner le nom du centre du pays. Je comprends que c'est le point focal de ce lobby, comme le Kadogo. Parlez de Bernabé. Comme le Kadogo qui passe sur plusieurs plateaux par ce temps qui court. Sur de la cécité intellectuelle et même scientifique de défendre cette thèse et d'aller jusqu'à ce qu'on appelle génocide. C'est très dangereux d'avoir des instruits historiens comme mon frère Kalenga. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de Rwandais sous des faux comptes sur les réseaux sociaux qui m'attaquent. Je comprends. Je ne suis pas de la race des hypocrites. C'est dangereux d'avoir des intellos, entre guillemets, comme M. Kalenga. Il a prononcé un mot ici, génocide. J'ai failli pleurer. Mais par respect pour le téléspectateur, je me suis retenu et contenu. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a dérangé dans ce moment? Parce que, vous savez, Bill Clinton, après avoir utilisé Mobutu en Afrique centrale, Mobutu dont le pays était la base arrière de Savimbi, pour déstabiliser l'Angola. Vous avez vu, les Angolais étaient chez nous pendant 27 ans. Si certains sont rentrés, d'autres sont restés ici. Oui. Parce que beaucoup ne connaissent pas leur pays d'origine. Et ils sont par ailleurs devenus des Congolais. Oui, beaucoup. Il y a eu mariage entre Congolais et Angolais, voilà. Et comme il y a également ce mixage. Pour des raisons de frontières? Non, ce mixage parce que les Bakongo, les Rondes, les Luba se retrouvent et là-bas en Angola, et ici. Avec le Congo-Brazza également. J'ai fait plus de 15 fois l'Angola. Dans l'armée, la police et les institutions, il y a beaucoup d'Angolais d'origine congolaise. Vous avez déjà suivi là-bas qu'ils ont un plan d'un coup d'État militaire ou de déstabilisation de l'Angola? Vous avez déjà entendu parler de ça? Encore. La même chose en Centrafrique. Vous avez déjà suivi qu'ils ont monté un coup, ils veulent renverser le pouvoir? Non, ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans notre ADN. Mobutu est utilisé. Et c'est lui qui amène Museveni au pouvoir. Et c'est lui qui amène Bouyoya, Pierre Bouyoya, Juvenal Abiyarimana et les autres. C'était Bapeti Naye Moukonfia. Bapeti Naye, c'était lui le maître. Parce que Washington le voulait ainsi. Mais Mobutu, déjà fragilisé, en désamour avec ses maîtres, j'avais suivi une déclaration, l'éditorial sur la Voix de l'Amérique, la VOA, reflétant le point de vue de la Maison-Blanche, de l'administration américaine. La page, c'était en 1997, pendant que Laurent Désiré Kabila avançait avec les troupes de l'AFDL. La Maison-Blanche est reconnaissante envers la personne de Mobutu pour le rôle joué pendant la guerre froide et que sa page a été tournée parce que les usines américaines avaient besoin de matières premières du sous-sol zaïrois, et que
Washington ne pouvait jamais accepter que la gestion de ce grand pays au cœur de l'Afrique, aux immenses ressources naturelles, et minières et ainsi de suite, ne pouvait jamais accepter que la gestion de ce pays lui échappe. Moi, je n'ai jamais oublié cet édito. Laurent Désiré Kabila arrive aux affaires. Vous connaissez ce que les Tutsis lui ont fait en 1998. Et en 1900, pour faire un pas en arrière, 1993, déjà 93-94, Clinton, avec son club des criminels à Kansas, prépare le génocide au Rwanda, le fameux génocide, parce que vous savez que les Hutus sont nombreux. Oui, ils préparent et ils sont en train de préparer un criminel qui a étudié chez eux, qui a fait la formation militaire, qui était dans les services de renseignement de l'Ouganda. Et avec les trésors, l'argent du trésor ougandais, il était allé en cette formation aux États-Unis. Ils l'ont utilisé jusqu'à abattre l'avion d'Abarimana. Vous connaissez l'histoire. C'est quand même des allégations. Oui, mais, donc mais le commanditaire... Vous certifiez que c'est le commanditaire qui a abattu... du fameux génocide au Rwanda. Mais les commanditaires c'est le clan Clinton à Kansas. Et avec leur pion Kagame. Mais les grands génocidaires, c'est lui Kagame. Ah bon? Alors, vous pensez, vous voulez que je vous parle en quelle langue? Je vous parle en langue française. Effectivement, je comprends. Je n'utilise pas les conditionnels. Pourquoi Charles Onana a été traduit en justice à Paris par Kagame et après lui-même avait fouillé le procès? Peut-être parce qu'il pensait... Est-ce que vous lisez les ouvrages de Charles Onana? Bien sûr. Vous les lisez? Les derniers, je les lis. Alors, il faut les recommander aussi à votre historien. Et après... le génocide, si vous lisez, moi je lis beaucoup Pierre Péan, journaliste, heureuse mémoire. Paix à son âme, journaliste français, écrivain, chercheur. Pierre Péan a dit dans l'un de ses livres que le génocide au Rwanda a été juste une étape parce que la finalité c'était pour mettre la main basse, permettre à ces criminels, ces multinationales, d'avoir des richesses du Congo, moyennant le Congolais, excusez-moi, à moindre prix. Dans son livre Le Carnage. Voilà. La finalité, c'était pour mettre la main basse sur les richesses du Congo. Et quand vous lisez, vous écoutez les vidéos et vous lisez Jacques Attali, c'est parmi des penseurs, des écrivains qui vous disent ouvertement ce qu'ils pensent dans les cercles des ténèbres, dans des loges mystiques, ce qu'ils montent avec Satan contre. Et quand ils parlent du Congo... Pourquoi vous faites le lien, justement, pourquoi vous faites le lien avec ces déroulés, cette description du régime de Kigali et les Banyamulenge? Je suis écrivain, c'est à ce niveau-là. Je suis historien par excellence. Oui, mais c'est à ce niveau-là Pourquoi vous faites ces liens-là, M. Fabien? Je vais maintenant, je vais arriver à ça. Arriver à ça. Et le plan est monté pour faire partir Mobutu. Chez nous, je reviens maintenant à notre ami historien. Vous connaissez combien de génocides le Congo a connu? Vous allez y répondre. Quand vous dites ça va apparenter ou ça va pousser au génocide, mais ça, c'est ce qu'on vous met dans la bouche avant de venir à l'émission, parce que vous aurez affaire à Lumbala. On vous a mis ça dans la bouche pour répéter ça, pour me faire peur. C'est ce que vos mentors vous ont dit de venir dire autour de cette table. Pétard mouillé. Pétard mouillé. Ah non. Chez nous, je dis bien, c'est le pétard mouillé dans le sens que c'est un échec. Je dis pétard mouillé, c'est un échec. Voilà. Ce coup-là a échoué. Chez nous, à part les génocides perpétrés par les gens du roi Léopold II, le sanguinaire, 12 millions. Il y a eu
Les Rwandais et les Ougandais ont tué à Kisangani. Et puis, il y a eu les génocides. Premier génocide et le deuxième génocide. Je suis d'accord avec tout ça, M. Fabien. Alors, mais pourquoi vous faites le lien? Moi, c'est la question. C'est-à-dire, je suis d'accord qu'on fasse le procès des Ougandais et des Rwandais. C'était pour répondre. Oui, c'était pour répondre. Quelle est la responsabilité? C'était pour recadrer notre historien justement dans ses affirmations gratuites de génocide. Si on parle des génocides, ceux qui sont morts, plus même que les Juifs, dans les camps de l'Allemagne nazie, si on parle de victimes des génocides, c'est nous. Charles Onana va tenir ce samedi une conférence à l'université de Kinshasa. Il va vous parler. Je vous invite à y être. Moi, j'y serai. On va y être. Monsieur, vous n'aurez même pas le courage de me parler de fameux génocide. Oh, bah, parce que, voilà, de la stigmatisation et de là, tout ça. C'est, je vous dis, quand la guerre, quand ils les amènent, ils se souviennent avec Mouzé. Et en 1998... Qui viennent avec Mouzé? Kigali ou les... Mais ce sont ses anciens alliés, les Ougandais, les Burundais et les Rwandais. Et quand ils viennent, Mobutu est parti. Mobutu a fait le pays. Mouzé, fils du pays, avec le sang des Congolais, il dit, vous m'avez aidé à chasser Mobutu, mais maintenant... Rentrez chez vous. Faut pas faire... il faut pas faire du Congo comme une terre conquise. Mouzé est allé dire au fameux pasteur, comment on appelle, Bizimungu, qui était le titulaire de Kagame. Il est allé lui dire, c'était un président étiquette. Il est allé lui dire, mais regardez ce que vos gens sont en train de faire. Je vous informe que pendant que Laurent Désiré Kabila venait avec les troupes, j'étais en Bujimaï, 1996 jusqu'en 1997. Je vous informe que les jeeps de la MIBA, les jeeps Hyundai, Galloper et les autres sont partis, ont été amenés au Rwanda. Ces gens c'était des envahisseurs. Et Mouzé est allé dire ça à Bizimungu. Terminé par là. Au président Bizimungu. Et quand il revient, vous avez vu, quand il a dit que ceux qui étaient venus m'accompagner dans la conquête à chasser Mobutu au pouvoir rentrent. Vous avez vu, ceux qui sont rentrés, c'était qui? Bouguera, Bizimakara. Dans la suite, Rouberoi. Qui s'est réclamé des Congolais. Oui, des Congolais. Parce que James Kabarebe a été démis de ses fonctions. On avait placé un Congolais. Vous avez vu la direction qu'ils ont prise et la suite. Vous connaissez qu'il y a eu ici coupure de courant à partir de ces gens, ce qu'ils ont fait à Yinga. Vous connaissez les fosses communes à Mwenga. Vous connaissez les fosses communes dans l'est du pays. Vous parlez du sud qui vous ici. Vous êtes en train de me faire peur pour me dire, si vous parlez génocide, je vais avoir peur. D'accord. Non. Merci. Je dis bien, ces gens sont un problème chez nous. Les Banyamulenge. Il faut des réformes pour annuler la nationalité collective qui leur a été accordée et qu'ils rentrent chez eux résoudre leurs problèmes avec leurs frères Hutus. Merci. Et même leurs frères qui étaient venus aussi après avoir, ceux qui restent encore, ils doivent prendre la destination du Rwanda. Nous avons commis des erreurs, je vous le disais la fois passée. Ceux qui sont allés à Sun City doivent demander pardon au peuple congolais. Ils ont comploté contre la patrie. Le cancer à l'état métastase aujourd'hui, c'est la conséquence, l'instabilité que nous vivons, les massacres, les génocides. C'est suite aux mauvaises décisions qu'ils ont prises à Sun City. Ils ont introduit dans nos forces armées des Ougandais, des Rwandais et d'autres, ceux que vous appelez. Pourquoi seulement l'armée? Ils sont allés là-bas bombarder Bango titre. Aujourd'hui, nous payons les pots cassés. Merci. Je persiste et signe. Votre thèse, je la bats en brèche. C'est, dites à vos mentors que il n'y a pas de Banyamulenge au Congo. Il y a les Tutsis du Rwanda à qui on a accordé la nationalité congolaise de manière collective. Et ça a été l'une des graves erreurs
de l'histoire de ce pays, nous devons la corriger, chers frères. D'accord, M. Fabien. Je vais prendre M. Ludovic, vous aurez le temps de réagir. Le temps équilibré comparablement au temps qu'il a pris M. Fabien. Mais je vais vous poser une question parce que M. Fabien a dit quelque chose de très important. Nous avons 9 voisins avec qui nous partageons de temps en temps cette histoire de nationalité parce que les Angolais qui étaient ici depuis 27 ans, il y en a qui sont devenus Congolais. Il y a des Bakongo là-bas également. Mais ils n'ont jamais pris les armes pour réclamer quoi que ce soit à la République. Pourquoi seulement les Tutsis, les Banyamulenge congolais, à chaque fois, c'est eux qui prennent les armes pour venir réclamer des choses à la République au nom de la discrimination et autre chose? Vous répondrez à la question et vous réagirez également au... D'abord, moi, j'ai toujours dit que personne, chacun a sa manière de revendiquer ou de réagir. Moi, par exemple, quand je dis la vérité, je vois qu'il commence à raconter des mensonges, il est agité, mais lui, quand il dit la vérité, moi, je suis calme. Donc, moi, je ne peux pas demander aux Banyamulenge ou bien aux Tutsis de réagir de la même manière que les Bazombo, par exemple. Là, ce n'est pas mon travail. Moi, je reste sur les faits. Mais donc, quand leur manière démontre qu'ils quand la manière, moi j'ai toujours dit qu'ils jouent les intérêts de nos ennemis et qu'ils gagnent de Kampala, moi j'ai toujours dit il faut quand même se poser des questions. Non, moi j'ai toujours dit ceci. Je ne suis pas pour la manière de la revendication, par exemple, du M23, mais je connais leurs revendications qui sont légitimes. Les revendications. C'est pour cela que j'ai toujours parlé du dialogue. Je n'ai jamais aimé la guerre. Ce qui signifie que les deux camps qui tiennent les armes, ça ne m'a jamais arrangé. Vous trouvez que les revendications de M23 sont légitimes? Je parle des revendications légitimes, donc le retour des réfugiés, la cessation de la discrimination, ainsi de suite. Je vais rebondir pour que je ne puisse pas oublier. Notre frère, quand il parle du génocide, apparemment, il est agité, il pense que génocide, tout massacre n'est pas génocide. J'ai toujours dit... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Kofi Annan a dit que le génocide n'est pas un hasard. Il faut connaître les signes avant-coureurs du génocide pour le prévenir et le stopper. C'est pour cela que Gregory Stanton avait classifié les 10 étapes du génocide pour nous permettre, à nous, que lorsque nous voyons un élément, un indicateur, que nous puissions le prévenir. C'est pour cela que la première étape qui est la classification. C'est pour ça que je lui dis de faire attention. Donc je suis en train d'aider mon frère à ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que quand il classifie, nous sommes différents des autres, ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais, automatiquement, il tombe déjà dans dans la première étape du génocide. La deuxième étape, automatiquement, nous avons la symbolisation. Tu es en train de donner un symbole, bon voilà, celui-là, ils sont en train de tenir les armes, et pourtant, de l'autre côté, ils ne tiennent pas les armes, ils tombent. Mais c'est un fait. Non, je donne l'exemple. Vous savez, quand il parle du génocide au niveau du Rwanda, quand il est en train de parler de Bill Clinton, l'administration américaine, c'est de la vaste blague. Ce n'est pas Bill Clinton qui avait demandé aux Hutus à l'époque de pouvoir appeler les Tutsis des Kankela. Ce n'est pas l'administration américaine. Vous devez savoir que l'époque, la radio Mille Collines au niveau du Rwanda, parce que ça a commencé depuis très longtemps. Déjà en 1959, lorsqu'il y a eu la première vague des réfugiés, comme par exemple le président Paul Kagame qui était réfugié en Ouganda en 1962, il y avait déjà une menace du génocide. Je me rappelle à l'époque, il y avait le roi Kigeli V, qui était en cette période-là en République démocratique du Congo. Il était ici du côté de Patrice Emery Lumumba. Il était l'un des combattants aussi de l'indépendance, qui est depuis l'indépendance en République démocratique du Congo, il n'était jamais rentré au Rwanda, parce qu'il avait fui la menace des Belges. Il est venu mourir en 2016, paix à son âme. En 1961-62, lorsqu'il y a eu l'indépendance au niveau du Rwanda, il y a eu un Hutu qui a eu le pouvoir. Et c'est déjà depuis ce jour-là qu'on a commencé à attaquer les Tutsis. Pourquoi? Parce que l'homme blanc, comme je l'ai dit, l'homme blanc, quand il est arrivé, il a commencé à classifier. Il a plus donné de l'opportunité aux Tutsis. Il le considérait mieux intelligent, avec beaucoup de vaches et l'autre. Et ça créait de frustration au niveau des Hutus. Et quand il y a eu l'indépendance au niveau du Rwanda, les Hutus ont eu le pouvoir, ils ont commencé à poursuivre les Tutsis. C'est pour cela qu'il y a eu des réfugiés aussi qui sont venus ici en République démocratique du Congo. Les autres sont partis en Ouganda, comme le président Kagame. Il est resté là. Et ils ont tenté de revenir chez eux parce qu'il y avait le pouvoir des Hutus, jusqu'à l'époque où Abiyarimana aussi un Hutu, qui a continué cette discrimination, cet appel à la chasse de Tutsis, les considérant comme des Nilotiques, comme des Kankela. Ça continue jusqu'à l'époque. Et c'est ce qui a été à la base de la formation du FPR. Donc, quand on parle de l'administration belge, Bill Clinton, c'est lui qui avait demandé aux Hutus de 62, 63 de massacrer les Tutsis. Non.
Il faudrait vous rappeler, ça a commencé depuis très longtemps. On ne doit pas faire de l'administration américaine du génocide qui s'est produit, par exemple, en 1994, que c'est ça le début du problème. Non. Il faudrait poser la question, pourquoi Paul Kagame, à l'époque, a eu à construire le FPR pour rentrer au niveau du Rwanda? C'est parce que les Tutsis étaient discriminés. Ils étaient considérés comme des cancrelats. Ils étaient jetés de l'autre côté. Ils étaient massacrés. Jusqu'à ce qu'ils s'organisent. Ils forment le FPR. Ils rentrent pour prendre le pouvoir, pour chasser le pouvoir des extrémistes. Vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, les M23... Non, je continue. Laissez-moi continuer ça pour que je ne rafraîchisse la mémoire, qu'ils ne disent plus des mensonges. Là. Alors, arrivé en 1994, le FPR, parce que quand il parle de l'administration américaine ou de Paul Kagame qui aurait abattu l'avion, moi, franchement, je ne vais pas entrer dans ces débats-là, parce que même si vous avez suivi Colonel Baril à l'époque, il n'y a jamais eu de précision sur l'auteur du crash de ceux qui ont abattu l'avion. Et il y a eu l'opération turquoise, qui ne le sait pas. Nous, la République démocratique du Congo, malgré le refus, si vous avez suivi, vous avez eu l'occasion de voir l'ancien Premier ministre Kengo Adondo, il avait refusé, mais il a eu la pression de la communauté internationale. Les Hutus sont venus avec armes et munitions, on ne les a pas désarmés et on n'a pas séparé les civils des militaires de ce côté-là. Je ne sais pas si c'était Bill Clinton qui avait demandé à Mobutu à l'époque de faire entrer ces gens-là. Nous savons que Mobutu, comme lui-même l'a dit, c'était le grand frère d'Abiyarimana. Donc on peut comprendre que Mobutu les a laissés entrer dans le but de repartir au niveau du Rwanda, reprendre le pouvoir. Je me rappelle qu'il y avait même au niveau de camp de réfugiés de Mugunga, il y avait des civils et des militaires Hutus qui étaient là, qui continuent à se reformer pour reprendre le pouvoir au niveau de Kigali. Etienne Tshisekedi l'a dit. Quand Kagame et le Rwanda se sentent menacés, parce que nous avons fait entrer des réfugiés ici avec armes et munitions, quand lui, il s'est dit de se défendre, on dit que le Rwanda nous a agressés. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté les lois internationales de les désarmer et de les envoyer à 150 km de la frontière? C'est ça que la loi internationale dit. Et quand les Hutus sont venus, ils ont vu les Tutsis, ici, Congolais, au niveau de Rutshuru, ils ont commencé à les massacrer, à les tuer, à les poursuivre. Attendez une seconde. Avant les Hutus qui sont venus, les Hutus génocidaires qui sont venus du Rwanda, au Congo, il n'y avait pas de Hutus? Non, il y avait des Hutus, les Tutsis, ils vivaient d'une manière normale. Écoutez, à l'époque, ils vivaient très normalement. Il n'y avait pas de problème. Ce sont les politiques qui sont venus, qui ont continué d'abord le travail de l'homme blanc, de les diviser, de nous diviser pour mieux régner. Quand les Hutus sont venus, ils se sont associés avec les Hutus aussi de la République démocratique du Congo. Soudainement, ils ont changé. Oui, ils savaient. Oui, ils ont commencé à attaquer. Soudainement. De l'autre côté. Oui. Parce que non, à l'époque, déjà, d'Abiyarimana, il y avait la société qu'on appelait la structure Magrivi. Magrivi n'était composée que des Hutus. Que des Hutus au niveau de la RDC qui avaient des finances venant des Hutus du Rwanda. Donc, il y avait déjà une préparation de stigmatisation et de discrimination à l'encontre des Tutsis de l'autre côté. Et quand ils sont entrés, ils ont commencé à poursuivre les Tutsis de la République démocratique du Congo et en complicité avec les Hutus de la République démocratique du Congo. Bon, voilà, celui-là aussi, c'est un Tutsi. Et ils se sont dit d'aller en Ouganda, d'aller au niveau du Rwanda, les autres se retrouvent en Europe, en Amérique et ainsi de suite. Comment c'est? Alors, mais voilà, je veux amener pour que je lui donne maintenant les raisons de l'AFD, les RCD et ainsi de suite. Parce que lui, tout ce qu'il pense, c'est simplement l'administration américaine. Alors, lorsque les Tutsis se sont réfugiés, les Tutsis congolais, se sont réfugiés au niveau du Rwanda, à l'époque, ces Tutsis devaient rentrer chez eux. Quand ils devaient rentrer chez eux, ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils n'étaient plus sécurisés. Il y avait les Hutus venant du Rwanda qui les attendaient parce qu'on devrait les tuer. Et je suis sûr que c'est à cette époque que ces gens des camps des réfugiés congolais qui se sont enrôlés à l'AFDL avec les mêmes revendications. Le retour des réfugiés, la cessation de la discrimination. On n'a pas résolu le cause profonde. Et c'est pour ça qu'ils ont pris les armes, qu'ils ont pris les armes, qu'ils continuent de prendre les armes contre la République. Écoutez, s'il vous plaît. On n'a pas réglé les causes profondes des conflits. C'est pour ça que j'ai toujours parlé des causes profondes des conflits. Il y a des politiques qui sont là, qui se sont intéressés aux postes ministériels et autres. Et après, le RCD est revenu, ont apparu, avec les mêmes revendications pour traiter les causes profondes des conflits. Ça n'a pas été traité. Il y a eu le CNDP qui régnait aussi. Ils ont signé un accord du 23 mars 2009. D'où, dans la feuille de route, il y avait aussi les retours des réfugiés.
la cessation de la discrimination, ainsi de suite. Ça n'a Les pas été statuts effectif, particuliers exactement. de Ça n'a Sud pas... Kivu et de Nord Kivu. Non, non, moi je ne Si, parle, il faut le citer moi, également. je ne parle Ça se que trouve des sur la- revendications. Ça se trouve dans l'accord. Écoutez, moi je parle des Non, mais ne revendications choisissez pas les légitimes. points de l'accord. Je parle des revendications légitimes qui sont à la base de ce qui se passe aujourd'hui. Terminé. Voilà. M. Fabien va réagir. Alors, en 2012, on constate que l'effectivité, parce qu'il y a eu l'accord tripartite entre la RDC, le Rwanda et l'HCR pour le retour des réfugiés, ça n'a pas été effectif. Et voilà pourquoi un groupe de ceux-là qui étaient dans l'armée, dans la politique, ont créé des factions pour créer le M23. Ils étaient dans les FARDC, tous ces gens, et leur nom, Le M23. oui, plus de 90% de leur nom se trouve dans l'ordre général des FARDC. Ils ont créé des factions parce qu'ils ont compris que les raisons pour lesquelles ils ont combattu avec la FDL, avec le RCD, leur famille se retrouve toujours au camp des réfugiés. Laissez-moi finir. Concluez. Leur famille se trouve toujours au camp des réfugiés. Concluez, je vais revenir. Voilà, c'est pour cela que nous, le PMVS, moi je suis coordonnateur de mon ONG qui travaille, qui a comme objectif principal de promouvoir la paix et la fraternité. C'est pour cela que nous avons toujours demandé qu'on traite les causes profondes des conflits. Ce qui signifie qu'on se mette sur une même table avec nos frères du mouvement de 23 mars, qu'on gère et qu'on résolve les causes profondes des conflits. Parce que si on se lance dans la guerre, dans la continuité de la discrimination, même si on éradique aujourd'hui tous les membres du M23, tant que les réfugiés se trouvent toujours à l'est de la République, et au Rwanda, en Ouganda, leurs enfants continueront ce combat jusqu'à la réussite. Monsieur Fabien Lumbala, faut-il négocier avec les M23 qui sont aujourd'hui en train d'avancer, de continuer à prendre des territoires, comme il est dit, pour résoudre des causes profondes qui seraient le retour des réfugiés, la cessation des discriminations, comme il est dit? Comment réagissez-vous? Vous voulez que je commence par votre question ou que je réagisse comme vous voulez. Au propos de ce point focal du M23 ici à Kinshasa? Comme vous voulez. Vous savez pourquoi on l'a envoyé? Sous l'étiquette de son mouvement, mouvement citoyen. Oui, on l'a envoyé parce qu'on m'a suivi sur votre plateau. Ils l'ont envoyé, je crois qu'il doit être bien payé pour ça. On l'a envoyé, mais on envoie maintenant des gens au visage congolais, avec des noms, Kalengai, ceci, voilà, tout ça. On envoie des noms au visage congolais. Comme vous avez vu, pour donner un visage congolais à ces criminels, ces terroristes rwandais et l'armée rwandaise, on a envoyé Nanga, je crois que ceux qui l'ont envoyé aussi d'ici, ils sont ici calmement, voilà. Et ceux qui vont le rejoindre, pour donner un visage congolais à cette aventure, à ces crimes. Il est venu accomplir sa mission. Il va faire rapport, peut-être qu'il sera payé pour ça, ou il est déjà payé pour ça. C'est normal. Et vous avez déjà remarqué, pour la plupart, c'est toujours avec des noms, sous des noms de Louba. Sous des noms de Louba. Nous peut-être parce que Barnabé avait dit... Depuis qu'il parle de frustration, les motifs de frustration des Tutsis rwandais qui nous font la guerre, qui prennent les armes, qui nous font la guerre, il ne parle pas. Quand il parle du génocide là-bas, les raisons qui ont poussé son président Paul Kagame à rejoindre, aller en Ouganda et ainsi de suite, il ne parle jamais du génocide des Congolais. Il ne parle jamais de ça. Est-ce que vous l'avez suivi parler de nos frères et sœurs et des enfants qui errent partout 7 millions dans le nord et sud Kivu, tout ça, massacré? Il dit, son penseur, lui, il a classifié il a catégorisé les génocides. Chez nous, il n'y a pas encore génocide, selon son penseur, son mentor. Maintenant, le visage, le masque est tombé. Le masque est tombé. Vous avez des valets du Rwanda ici, sous des noms congolais, qui ne parlent pas des malheurs, des massacres, des génocides de Congolais, mais qui défendent l'APR, les raisons qui ont poussé Kagame à monter l'APR, les raisons qui ont poussé les Rwandais à créer CNDP, RCD, c'était d'abord, il y avait un visage congolais
professeur Zaïd Ngoma, paix à son âme. Un autre, Wamba Diawamba, un visage congolais à l'aventure des Tutsis rwandais chez nous. Et vous sentez comment ils crucifient les Hutus parce qu'il faut qu'ils défendent l'origine de ces beefsteaks et ceux qui font qu'ils survivent avec son mouvement, son association. Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi il est venu? Ils ont suivi Lumbala. Comme on a dit non, il ne faut pas faire passer comme ça, on vous envoie. Il va faire le rapport après l'émission, il enverra le lien à Kigali, il enverra les liens à ces réseaux qui sont ici, qui lui donnent de l'argent pour faire ce travail. Vous avez déjà compris. C'est malheureux d'avoir moi je les appelle des gens comme ça, des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Congolais. Pourquoi Congolais? Mais parce que la nuit, ils sont Congolais, et le jour, ils sont Congolais, la nuit, ils sont Congolais. Vous avez compris. Ce sont les défenseurs de la cause de ceux qui créent les génocides chez nous et qui massacrent sans pitié. Il n'est même pas au courant des massacres de mes frères et sœurs à Rutshuru, Bunagana et partout. Massissi, il n'est pas au courant. Lui, il est dans la défense de tous ces mouvements des Rwandais, aussi, CNDP, d'abord RCD, Goma, CNDP, aujourd'hui M23. M23, il vous dit. À Entebbe, au palais présidentiel, pour une audience de 30 minutes, on a pris 3h45. Et Museveni a pris le téléphone pour appeler au camp des fameux rebelles. Il lui demandait, est-ce qu'un coup d'abattoir, Nini, Sultan Makenge est là? On lui a dit non, il a fait un tour au Congo. Je comprends. Et j'ai tout compris. Je ne veux pas aller loin. Je ne veux pas aller loin. S'ils cherchent le dialogue, leur chef, Kagame, le chef du M23, c'est-à-dire l'armée rwandaise sous l'étiquette du M23, il était chez Lourenço. Avant-hier ou hier? Hier. Hier, c'est-à-dire le 11 mars, il était à Luanda. Effectivement, le 11. Il a donné son accord, il veut rencontrer notre président. Sur la demande du président. C'est le président qui a émis le vœu de le rencontrer. Quel président qui a émis le vœu? Le président de la République démocratique. Vous êtes un journaliste intelligent. Pourquoi vous racontez des choses sur les réseaux sociaux comme ça? Dans les briefings, le président avait dit qu'il aimerait rencontrer Kagame pour vous avez lu le communiqué de Luanda. Lourenço Tshisekedi, il a émis le vœu de rencontrer Kagame. Non, je parlais du briefing du président de la République, où il a dit qu'il aimerait rencontrer Kagame pour lui poser la question de pourquoi il n'arrête pas de nous attaquer. Alors, le monsieur, je vous informe que il a dit à Lourenço qu'il veut rencontrer le président Tshisekedi. Je dis c'est une distraction. Alors, vous n'êtes pas d'accord? Votre chef, il a accepté de rencontrer, mais c'est de la distraction. Parce que les metteurs en scène, ce sont les multinationales. Et vous savez, à la Maison-Blanche, à l'Élysée, à Londres, les chefs sont les 4 multinationales qui dirigent le monde. Le vieux père là à Washington, je ne sais pas s'il va conserver son trône, parce que Trump est en train de venir. Le président Biden. Le vieux père, ce n'est pas lui le décideur. Tous les milliards qui entrent là-bas pour soutenir leur campagne, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de ceux qui vont faire la loi. Vous êtes frappé par la cécité. Vous voulez laver Bill Clinton ici. C'est malheureux. Lorsqu'un intellectuel, vous voyez le mal des écoles, de nos écoles. Voilà les gens qu'ils forment, les instruits.
lorsque toute science, tout droit, toute lettre, toute discipline scientifique ne descend pas dans les artères de la société pour appréhender les problèmes qui se posent à la population et les solutionner ou y proposer des solutions adéquates, c'est de la science, c'est du droit. Ce sont les lettres, ce sont des disciplines scientifiques de bureau appelées à disparaître. Voilà les conséquences. Il a dit qu'il va le rencontrer. Kagame a rencontré Kabila combien de fois? Ils ont parlé combien de fois? Ça a apporté quelle solution? Des mises en scène. Des mises en scène. Notre président, Félix Antoine Tshisekedi, je vous lance un appel. Soyez prudents. Lorsque ces criminels, ces tueurs en série multiplient des rencontres, des dialogues, ainsi de suite, c'est pour que vous soyez entre deux avions. Et sachez que le pire risque d'arriver. Soyez prudents. Ceux qui envoient Lourenço, ce sont eux qui nous font la guerre et qui donnent les armes à l'armée rwandaise et qui viennent de donner les missiles sol-air pour contraindre les avions de chasse et nos autres engins de guerre à ne pas opérer, à ne pas survoler comme les drones. Comme l'a relevé Ce sont eux, les ministres. Ce sont eux qui envoient Lourenço et l'affairiste, les fils de Uhuru Kenyatta et le fils de Jomo Kenyatta. Ce sont eux qui les envoient. Et quand vous avez vu avant, Monsieur le Président, avant les élections du 20 décembre, beaucoup de rencontres ont été organisées. Comme l'invitation vous lancée à Entebbe par Museveni. Et après là, vous devriez vous envoler pour Nairobi. Vous savez ce qui était préparé. Monsieur le Président, soyez prudent. Ce qu'ils ont raté avant les élections, ils le préparent après élection. J'ai couvert le sommet extraordinaire des pays de la SADC en 2018, avant la proclamation des résultats définitifs. Les résultats provisoires ont été déjà déclarés, ont été déjà publiés par la CENI, du fameux, je crois, Nanga. Nous sommes à Addis Abeba. La SADC était solidaire, à part l'ancien président de la Zambie, qui avait été déjà acheté. Mais la SADC était solidaire. Ce sommet, nous devrions le couvrir en Afrique australe. Ça devait être à Gaborone ou à Windhoek, si j'ai bonne mémoire. Ce sommet a été délocalisé à New York, et plutôt à Addis Abeba. Je l'ai couvert. La SADC a été d'une seule voix, a parlé d'une seule voix. Après ce sommet, 1 heure ou 1h30 après, c'était l'autre salle de la cité de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous étiez à Kinshasa, président proclamé élu, mais en attendant les résultats de la Cour constitutionnelle, je crois que c'était la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. La Cour suprême fragmentée déjà en 3 juridictions. Effectivement. Nous entrons dans la réunion dite de haut niveau qui avait échoué à New York, alors qu'on montait au 23e niveau. Je rejoignais mon chef là-bas au 23e niveau. J'ai croisé dans l'ascenseur Madame l'Algérienne, comment on l'appelait encore? Celle que Bintou a remplacée. Leïla Zerougui. Avec l'envoyé spécial de l'Union européenne, M. De Bock, auprès de l'Union africaine. Dans l'ascenseur, se sont donnés les codes. Ils ont dit. Et le monsieur disait à Leïla, faites pression sur Okitundu, faites pression sur Kabila. La réunion de haut niveau doit avoir lieu. C'était à New York. La réunion de haut niveau doit avoir lieu.
J'ai filé les formations, mon chef. Leur plan a capoté. Cette réunion, ils l'ont exporté à New York et plutôt à Addis Abeba. Il était présidé par Kagame comme président en exercice de l'Union africaine à l'époque. La présidence tournante. On a sorti les délégués de la République démocratique du Congo. Il y avait dans la suite le très compétent Léonard Sékou Kitundu Lundula et dans sa suite Kikaebin Karoubi qui était le conseiller du chef de l'État à l'époque, Joseph Kabila, en matière le conseil diplomatique. Et toute la délégation, ils sont sortis. La fameuse réunion de haut niveau a pris 4 heures du temps. Museveni est sorti de cette réunion parce qu'à cette époque, il y avait un peu les désaccords entre le mentor et son poulain qui prenait de plus en plus de l'ampleur. Et Museveni ne parlait plus le même langage. Museveni était en train de se classer du côté de la RDC. Parce que lui, à un moment donné, c'est la chauve-souris. Je vous informe que j'étais sur place. Vous avez affaire, pas un petit journaleux assez enzetté, Yamasangu, en train de vous raconter des choses. J'ai pris part à des apartés de haut niveau. Quand je parle, c'est avec conviction, avec assurance. À l'issue de cette réunion, il y a eu divergence dans la salle. Ils ont délégué Kagame et le Tchadien, vous le connaissez, qui avait remplacé la Sud-Africaine Nkosazana Zuma. Le Tchadien qui joue le jeu de ce genre, le très faible Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, qui est l'équivalent du gouvernement de l'Union africaine. Il devait descendre en Djibouti pour venir ici dissuader la Cour constitutionnelle, le président Kabila et la Cour constitutionnelle pour ne pas publier les résultats définitifs. Donc, publier les résultats définitifs qui donnaient Tshisekedi pour vainqueur. Commencer à chuter. Et le peuple ici, Kikaebin Karoubi et la délégation, avec à la tête Sékou Kitundu, nous sommes rentrés et le peuple congolais a dit, dès que Kagame met ses pieds au Congo, on va mettre des fûts d'essence sur les tarmacs, sur la piste et les tarmacs de l'aéroport international Patrice Emery Lumumba que vous appelez Abizumanjili. Alors, ils ne sont pas venus. Ce qu'ils appellent réunion de haut niveau là, c'était ça. Je vous informe que c'est de la distraction. La rencontre Tshisekedi-Kagame ne donnera rien. Parce que le metteur en scène, à moins que le metteur en scène ait trouvé une autre option, ce sont eux qui sont en train de pousser l'APR, comment on appelle? L'armée rwandaise, sous l'étiquette du M23, a poussé pour prendre Goma afin de négocier en position de force. Messieurs. Je te parlant. Messieurs. On est à la fin. Le M23 n'est pas congolais. Même d'ici, moi, c'est un Rwandais. Le M23. Voilà comment, voilà. Il est en train de rire. Vous sortez de quel pays? Vous sortez de quel coin? Le M23 n'est pas congolais. Tout comme le RCD Goma, malgré la présence de certains Congolais dedans. Le CNDP, et jusqu'à ça, même s'il y aura M28, ces mouvements sont les mouvements, c'est l'étiquette de l'armée rwandaise. Ça ne donnera rien. Vous dites, ils ont quelle revendication? Les réfugiés là, où il n'y a pas de réfugiés congolais de là, ce sont des Rwandais qui les restent dans leur pays. Merci. Monsieur Kalenga, j'ai dit. On est à la fin. Vous allez prendre 5 minutes pour répondre et pour conclure. Dites-nous d'abord, pourquoi est-ce que vous, votre solution sur les dialogues avec les M23 et réagissez, on va finir par là. Bon, d'abord, ça me fait rire, mais je vois que c'est à cause des personnes comme mon frère Fabien qu'il y a beaucoup de difficultés dans le pays.
Déjà, ses propos manifestent la haine, il est dans l'amalgame, il raconte des choses qui n'ont même pas trait à la solution en République démocratique du Congo. Tout, même la guerre. Non, mais il est clair, il est contre Bon, la négociation. Non, écoutez. Il ne veut pas de la rencontre. J'aimerais d'abord, parce qu'ici, il a fait comprendre qu'on a un mentor ou quoi. Écoutez, le PMVS, notre structure a vu le jour déjà lorsque le chef de l'État a eu le pouvoir. Je me rappelle le premier voyage du chef de l'État, il avait dit que je mettrais en avant-plan la jeunesse et je vais soutenir tous les projets des jeunes. C'est là où nous nous sommes dit de quitter un peu des partis politiques et de créer une ONG qui avait comme base la fraternité et la paix. Moi, je me rappelle quand le chef de l'État a eu les 3 accords avec le Rwanda, c'est nous qui avons proposé la promotion de ces 3 accords. Donc l'objectif, c'était des échanges entre la jeunesse de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda. Je conduis une délégation de la jeunesse de la RDC en 2020. Nous sommes allés à Gisenyi, il fallait les échanges d'expériences, on apprenait l'agriculture, nous avons apporté la planification familiale, c'était très beau. J'avais vu comment est-ce que les jeunes venaient, ils nous apprenaient l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Lorsqu'il y a eu des problèmes politiques, nous nous sommes dit non, nous ne sommes pas dans ces jeux politiques. Nous sommes une ONG qui favorise la fraternité et la paix. Nous avons proposé toujours, c'est jusque maintenant que nous parlons toujours des bonnes relations entre la RDC et le Rwanda. Écoutez, nous devons savoir que le Rwanda a besoin de nous et nous avons besoin du Rwanda. On ne doit pas se voiler la face à cause des manipulations politiciennes. Non, j'ai toujours dit que le M23, quand il dit que d'ici moi, était un Rwandais, ça me fait rire, mais il est du Sud Kivu, c'est un Mouchi. Moi, je peux parler des noms de ceux-là du M23 qui sont des Congolais. Il y a Laurence Kanyuka, qui est du Kasaï, comme nous. Il y a Willy Ngoma, qui est du Congo central, qui était même de l'UDPS, de la Fédération du Nord Kivu, à l'époque. Je connais le général Makenga. Il les connaît par cœur. Mais écoutez, il les connaît par cœur. Écoutez, parce que je pense que notre frère doit connaître l'histoire du pays. Moi, j'ai voyagé, je suis allé à Goma, je suis allé à Rutshuru, je suis allé à Masisi, je suis allé à Kigali, je suis allé à Kampala. Moi, je m'intéresse des problèmes de l'Afrique. À tout moment où nous sommes là pour voir que le mal vient d'ailleurs, on ne va jamais résoudre les problèmes. Parce qu'ici, quand on dit que le mal vient des États-Unis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons faire une guerre contre les États-Unis, bombarder les États-Unis? Non. Nous devons d'abord savoir quel est le mal du Congolais, c'est quoi? J'aimerais même que notre frère n'a même pas pu répondre. Donc, nous sommes des saints. Nous n'avons pas commis d'erreur. Non. Moi, j'ai toujours dit, quand le mal nous arrive, c'est que le mal est en nous. La seule solution, c'est des discussions. Nous avons même proposé, moi, le PMVS, nous avons proposé la mise en place d'une commission mixte qui sera même aussi... il y aura même des journalistes qui peuvent même participer, mais il doit commencer par enlever cet esprit de haine-là et d'extrémisme. Parce que c'est à cause de cet esprit de haine et des extrémistes qu'il y a des problèmes de tribalisme en RDC, qu'il y a des problèmes de xénophobie en RDC, qu'il y a des problèmes de massacres en RDC. Il a commencé son allocution ici avec la Bible. Je pensais qu'il allait amener l'amour, mais il amène la haine. Même quand il parle, le visage est déformé. Notre frère doit reconnaître même la personne qui l'a créé, c'est l'amour. J'en profite ici pour lancer simplement un message à la communauté internationale et nationale. Que mes prises de position ne donnent pas l'impression que je combats le chef de l'État. Je suis parmi ceux-là qui aiment le chef de l'État, mais je dis la vérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, la situation s'aggrave. Il y a beaucoup de gens qui ne vous donnent pas des bons conseils. Accepter de dialoguer avec le mouvement, ça ne signifie pas accepter tout ce qu'ils diront. Nous devons mettre fin à cette guerre. On se met sur une même table, on discute avec le Rwanda. Qu'est-ce qui garantit j'aimerais que la discussion puisse être franche. Les discussions franches, parce qu'on ne doit pas se dire qu'est-ce que nous allons dire. Ils sont revenus après les CNDP. Il y aurait des témoins. C'est pour ça qu'il faudrait même... Ils sont revenus après les CNDP. Non, le problème est qu'on doit discuter, comme le chef de l'État avait dit, qu'il avait accepté de rencontrer Paul Kagame pour poser la question. Pourquoi est-ce qu'il nous agresse? Moi, je pense que c'est une bonne question. Et le président Kagame a accepté aussi de rencontrer le président de la République. Moi, j'aimerais même que ces discussions puissent être connues du public. Nous, de la société civile, on a aussi besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que nous avons identifié les causes profondes des conflits. Nous nous sommes dit le retour des réfugiés. Quand il ignore qu'il n'y a pas de réfugiés congolais au niveau du Rwanda, mais écoutez, même dans le site internet de l'HCR, pourquoi est-ce qu'il y a la tripartie entre l'HCR, le Rwanda et la République démocratique du Congo? Il y a plus de 80 000 réfugiés congolais au niveau du Rwanda. Même en Ouganda, il y a des réfugiés. Même plus en de Tanzanie, 80 000. il y en a. Mais oui, même aux États-Unis, partout. Écoutez, est-ce que vous savez que le président Paul Kagame voulait même donner la nationalité à ceux-là qui ont traîné? Ils ont refusé. Ils aiment leur pays. Ils veulent rentrer chez eux. C'est ça les motivations. S'il y a des agendas cachés, des politiciens, ça ne me regarde pas. Nous sommes là pour enseigner la fraternité et la paix. C'est pour cela qu'on a toujours dit. Je passe toujours dans des émissions.
Je vis paisiblement à Kinshasa parce que je bénéficie de ma liberté d'expression et de ma liberté de penser. Je ne suis pas en lien avec les M23 ni le Rwanda. J'ai des amis au Rwanda. Je vais au Rwanda quand je peux aller, mais je ne peux pas aller maintenant parce que si je pars maintenant au Rwanda, on va me considérer comme un traître. Je me dis que non. Quand les relations seront rétablies, j'irai. Nous avons des partenaires au Rwanda, des associations, des agriculteurs. On nous apprenait comment faire même comment je vais dire, les saucisses de Goma et tout ça, on apprenait. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, au niveau de Congo central, les jeunes pouvaient apprendre à faire le fromage, à faire les saucisses et tout. Mais ça s'est arrêté par rapport à ce problème politique. Mais ça ne doit pas nous décourager. Nous continuons ce combat de la fraternité, nous continuons ce combat de l'unité et nous appelons toute la jeunesse congolaise d'abord à se dépolitiser de toutes ces instrumentalisations politiques et à rejoindre la fraternité et la paix. Car c'est dans la fraternité, c'est dans le dialogue, c'est dans la paix que nous pouvons construire la République démocratique du Congo et surtout l'unité africaine. Merci. On ne doit pas accuser parce que mon frère accuse de l'Angola, il accuse Lorenzo, lui il accuse tout le monde. Mais il ne sait pas que nous-mêmes ici, nous avons nos propres problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Même les Tékés ici sont discriminés. Personne n'en parle. On les considère comme des Gabonais ou des Congolais de Brazzaville. Là-bas, à Kwamouch, il n'y a pas eu élection. Personne n'en parle. Dans le Grand Katanga, les Balou vont continuer à être discriminés. Personne n'en parle. Mais on est là pour accuser les autres. Non. On doit commencer par résoudre nos propres problèmes et appeler nos frères du mouvement du 23 mars, car ce sont des Congolais à part entière. Merci. Monsieur Fabien, en 2 minutes, parce qu'on a fini, un dernier mot, concluez. Pourquoi est-ce que le dialogue n'apportera rien, selon vous? En 2 minutes. Bon, je crois qu'il faut attendre. Vous attendez la fin de la guerre pour rejoindre vos frères au Rwanda. C'est une bonne chose. Il faut qu'on arrête avec l'hypocrisie et la politique de l'autruche. Ça va faire bientôt 30 ans que ce pays ne fait que saigner. Ce qui est entretenu à Kwamouth. Et ce sont les Rwandais. Vous êtes devenu journaliste? Vous l'étiez aussi il y a un moment. Je dis bien, vous êtes devenu journaliste. Vous m'avez posé une question. Je dis, vous êtes devenu journaliste pour poser des questions. Permettez que M. Fabien termine. Vous êtes devenu, pourquoi vous êtes agité? Parce que vous dites que vous êtes calme. Pourquoi vous êtes agité? C'est son dernier mot. Monsieur, vous êtes l'assistant du journaliste? N'interférez pas. Vous êtes l'assistant du journaliste. Alors, n'interférez pas. Qu'il termine, c'est son dernier mot. Ce dialogue, c'est une distraction. Il y a eu dialogue à Sun City. Vous avez pris des Rwandais et des Ougandais, vous les avez placés au sein des forces armées. Parce que ça va appeler. Faut pas, vous n'êtes pas comédien, monsieur. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas comédien. S'il vous plaît, Ludovic. Vos frères vous ont envoyé pour venir défendre leur cause dans la capitale et pour venir nous contredire sur le plateau. Alors, attendez, vous allez leur faire rapport. Tolérance, s'il vous plaît, qui termine. Tolérance, c'est le dernier mot. Malheureusement, respectons les téléspectateurs, s'il vous plaît. Nous avons pris ces criminels, qui ont pris des armes, nous les avons insérés dans l'armée. Souvenez-vous du mixage, du brassage. Ça donnait quoi après? Combien d'officiers issus de ces mouvements criminels ont quitté les rangs des forces armées ou ont continué à trahir? J'ajoute, non seulement on ne doit pas discuter avec l'armée rwandaise sous l'étiquette du M23, si leur chef accepte, comme il a donné les assurances à Lorenzo, il faut qu'on l'écoute. Mais, Monsieur le Président de la République, vous avez posé une question. Vous voulez lui poser une question. Quand vous serez ensemble, cette question ne vaut pas la peine. Parce que vous êtes les citoyens congolais le mieux informés. Vous connaissez ceux qui nous font la guerre, ceux qui l'utilisent. Et vous connaissez les mobiles, c'est les matières premières, les pillages, les massacres pour dépeupler ces zones et, à la place de nos frères, mettre ces criminels pour pouvoir créer, au finish, la républiquette des 1000 collines. Ou la république de quoi? De Imatoussi. S'il vous plaît, M. Ludovic, s'il vous plaît. La république s'il vous plaît. Imatoussi. C'est ça la finalité. Ce ne sont pas les dormeurs ici, les wouistes et les yes-men
qui croient que les M23 a des revendications, sont nos frères, il faut parler avec eux. Lorsque, à tout moment qu'il y a eu dialogue, est-ce qu'on n'a pas brassé? On n'a pas mixé? Ça a donné quel résultat? Ils ont récidivé. Cancer jusqu'à la métastase. Cancer jusqu'à la métastase. Terminé. La question du président ne trouvera même pas une réponse. Terminé. On a Parce que Kagame, il tue chez nous parce qu'ils ont un plan. Nous sommes en train, le processus de balkanisation du pays est sur la table et en marche. Les collabos ici, les collabos de ces criminels, ces collabos à l'interne, à travers leur mouvement, dit d'apprendre comment faire les bilangas, les saucissons, ou les saucisses et puis les maziwa. L'entrepreneuriat. Voilà, l'entrepreneuriat. Vous savez, l'ennemi opère sous plusieurs étiquettes. S'il vous plaît. Ces collabos, il faut les mettre hors d'état de nuit. Il faut désactiver leur mouvement. Comme il y en a eu ici, Filimbi, et d'autres mouvements citoyens, tout ça, C'était des qui étaient des mouvements manipulés par interposition. C'est la CIA qui était à l'œuvre. La CIA. C'est la CIA. On a terminé, monsieur. Quels sont devenus ces mouvements aujourd'hui? On croyait que c'était des patriotes, non? On a terminé. Heureusement que beaucoup sont entrés dans les partis politiques maintenant et vous sentez que commence à revenir à la raison. Alors, chers frères et sœurs congolais, concluez. On nous tue tous les jours, on nous massacre tous les jours, nos richesses sont pillées. Le dialogue avec Kagame ne donnera aucune solution. Le dialogue avec ses frères rwandais sous l'étiquette du M23 ne donnera aucune solution, si ce n'est pas le brassage. Les impérialistes veulent qu'il y ait ces négociations et qu'ils leur disent retirez-vous et qu'on prenne ces mêmes criminels et qu'on les insère au sein des forces armées, des services de renseignement, des services de sécurité, et puis que l'instabilité du pays continue et que les traîtres continuent à opérer et que le pays ne puisse pas atteindre sa destinée. Merci beaucoup. J'ai foi en l'avenir de ce pays. C'est un pays des promesses. Je crois que nous allons vaincre nos ennemis par la grâce de Dieu. Je crois que les forces armées, je prie tous les jours pour le président de la République. Parce que ce n'est pas facile d'être président de ce pays. Je prie pour qu'il soit à l'abri des influences maléfiques. Je prie pour qu'il reste un homme debout et qui dise non aux injonctions des impérialistes et des satanistes. Je prie pour que ce peuple prenne conscience et que l'élite quitte la jouissance, que l'élite prenne conscience et que nous soyons un. Nous allons vaincre l'ennemi et ses sous-traitants internes, dont les représentants de ces ONG, ces mouvements, des bilangas, entre guillemets. Merci beaucoup. J'ai la foi en l'avenir. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était Choc d'idées. Vous venez là d'assister à un choc d'idées. J'espère que la lumière a jailli chez vous parce que deux opinions complètement opposées s'y sont affrontées. Pendant que M. Lidovic pense qu'il faut négocier, qu'il faut discuter avec les 23 qu'il considère comme des Congolais, nos frères, M. Fabien Lumbala estime que les négociations ne donnent rien. Et pour preuve, il cite Sun City, il cite différents brassages. Ça n'a servi absolument à rien. Je n'ai aucun avis, aucun commentaire. Ça sera donc à vous de trancher à la maison. J'allais, avant de finir, profiter pour vous présenter, parce que c'est aussi ça notre rôle, un ouvrage qui est une pièce théâtrale de M. Jefté Bangala. C'est un jeune Congolais qui a écrit « Les codes secrets de Mamadou Ndala ». Un peuple, c'est aussi celui qui sait célébrer ses héros. Alors achetez ces bouquins.
Vous allez beaucoup apprendre sur ce héros de la guerre qui était Mamadou Dalla. C'était un Et plaisir. venez nombreux à la conférence de l'UNIKIN qui sera animée par le panafricaniste Charles Onana, je l'appelle congolophile, et patriote, un Camerounais qui défend son pays, plus que certains valets au service du Rwanda et des services de renseignement étrangers. Ça sera où? Venez nombreux le samedi ici à 10h à l'université de Kinshasa pour écouter Charles Onana. Merci beaucoup.